Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Je charge de vous tirer du terrain religieux avec le verset à destination du terrain du business. Pour, d'une part, le soutien historique du projet Savannah et ensuite, grosso modo, tirer les leçons. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer aujourd'hui, quelques années après? Donc voilà un peu mon intervention, c'est là sur ces deux aspects qui inspirent qu'on va aller et Savannah, c'est vraiment dans le jargon business. On a une proportion de valeur double. On a une proportion de valeur économique parce qu'après tout, c'est une banque. Donc on offre des services financiers bancaires, mais en plus, on a une proportion de valeur éthique et religieuse. En plus de services financiers, on vous permet de vous conformer à ce que le docteur Abdul Karim vient de rappeler en termes d'interdiction de carton. Pour traduire vraiment tout ce que le chef a dit en termes business valeur de Savannah. Donc c'est une double valeur, proportion de valeur économique et éthique religieuse. Historiquement, on a, je le vois un peu les visages ici, Dieu merci à beaucoup qui sont là. Ça fait plaisir de se retrouver. Ça va voler l'inclusion financière pour trouver quelles sont les solutions financières à proposer à la communauté. Mais il faut quand même dire, avant 2006-2007, j'ai eu l'honneur de travailler avec le ministre Sanda sur un projet de Goïla Bank. Le projet c'était d'avoir une banque pour les opérateurs économiques du Nord, parce qu'on s'est rendu compte dans ces années-là, le groupe Nanabo Baswaka, le groupe Simet et Aladi Nomo, les deux entreprises, eux seuls payaient en termes d'agio et d'intérêt plus d'1 milliard. Les deux entreprises, Swakam et Simet. Or, à l'époque, pour faire une banque, il fallait juste 1 milliard de capital. Aujourd'hui, c'est 10 milliards. Bon, à l'époque, c'était facile. C'est pour ça qu'on avait lancé le projet avec, on se disait, ce qu'ils payaient en ligne, on aurait pu faire une banque. Bon, malheureusement, ça n'a pas fait, mais on s'est dit, bon, de toute façon, on peut initier quelque chose à notre niveau, quitte à ce que ça grandisse pour devenir la banque. Voilà un peu historiquement comment le projet a pu naître. Le temps que ça a pris pour la procédure Minfri, Cobalt, ça a pris le temps que ça a pris. C'est en 2018, le 1er janvier, qu'on a lancé la première agence en Yaoundé. Et chemin faisant par la grâce d'Allah, aujourd'hui on est à 5 agences. Il y a eu Douala, Yaoundé en 2017, Yaoundé en 2020, Maroua en 2020 et en 2022. Aujourd'hui, Savannah, c'est quand même 5 agences dans toute la République. C'est le chemin qui est parcouru. Ce qu'il faut dire en termes d'organisation, c'est pas vraiment la chose la plus facile. L'activité de microfinance et l'activité bancaire sont fortement implémentées. Du point de vue gouvernance, aujourd'hui on a une gouvernance assez solide. On a un conseil d'administration composé de 9 administrateurs. Au sein de ce conseil, on a 4 comités spécialisés: comité de vie, comité de gouvernance, comité de rémunération et comité d'engagement, qui sont chapeautés par les membres du conseil d'administration. Et je profite pour jeter quand même l'appel. On est vraiment à la recherche des compétences. Tous ceux qui peuvent vraiment contribuer d'une manière à cette progression les bienvenus. Et au-dessus de tout, on a le Sharia Board, disait Ibrahim, le Sharia Board composé, qui est présidé par l'imam Mahmoud de Maroua, et Oustaz Mohamed Ahmed Tounes et Oustaz Bayer qui est à côté, en est le secrétaire. Donc tout ce qu'on entreprend, tout ce qu'on développe comme produit est soumis d'abord à l'approbation de ce comité de Sharia qui varie. Voilà en termes de gouvernance. Je voulais un peu chuter sur les défis. Comme disait Ibrahim, aujourd'hui, après 10 ans du projet, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon? Quels sont les défis
qu'on pense qu'il faut relever. L'enthousiasme, au début, il y en a, et parce qu'il est là, mais c'est un enthousiasme teinté de réalisme. Aujourd'hui, on s'est confronté quand même à un certain nombre de réalités et on aperçoit les choses de manière différente. Et pour moi, si je peux tirer les leçons de ce projet sous forme de défis, je peux citer quatre défis que je peux tirer. Le premier défi principal, c'est d'abord le capital humain. Ce qu'on entreprend nécessite un capital humain. Et nous avons une communauté. Notre communauté est d'abord sous-éduquée du point de vue financier, économique. Je donne par exemple un client, il vient, avant d'ouvrir le compte, il veut déjà lui un crédit. Donc, ça veut dire qu'il n'a même pas la culture bancaire. Et pour lui, la banque, c'est pour donner du crédit. Donc, ça, c'est vraiment un challenge. Ça, c'est le premier challenge aujourd'hui auquel on est confronté. On est obligé d'éduquer nos frères à comprendre d'abord c'est quoi la banque. En quoi la banque peut t'aider. Il y a quelqu'un qui vient avec un dossier, on discute, et à l'état of the day, on s'est dit, lui-même il comprend qu'il n'a pas besoin de crédit. Ou bien le crédit peut être nuisible. Et il faut le dire, parmi les principes, ils ne sont pas revenus dessus. L'islam déconseille de se rendre. La dette, elle est sacrée. Notre prophète ne priait pas sur quelqu'un qui était endetté. C'est pour dire quand même que la dette, elle est sacrée. Et souvent, la dette est perçue comme une cash facile. Dès que tu as la possibilité d'en avoir, tu l'as. Donc pour moi, le premier challenge, c'est d'abord l'éducation. Il faut qu'on éduque notre communauté à bien faire le business avant de pouvoir leur donner le crédit. Et ce challenge concerne également le capital humain. On a des frères qui sont formés du point de vue technique financier, qui sont bien calés. Maintenant, s'il faut faire le pont avec la finance islamique, c'est un cap. Nous avons nos éléments qui sont bien versés dans tout ce qui est jurisprudence islamique, tout ce qui est fait, Mali, Kosoul, fait, tralala. Mais quand tu lui dis une lettre de crédit, c'est vraiment de la plus sombre. Il faut lui expliquer c'est quoi une lettre de crédit pour qu'il puisse vraiment appliquer les textes de l'islam et pour te dire que c'est halal ou c'est pas halal. À première vue, il peut te dire que c'est haram. Mais quand tu l'expliques clairement, voilà, tu dis ah bon, ça va, c'est halal. Donc même au niveau de nos éléments, il y a une gap à combler. Donc pour moi, le premier défi, c'est d'abord ce défi d'éducation. Il faut le combler à tous les niveaux. Le deuxième défi, c'est qu'on n'a pas une culture d'épargne. Malheureusement, ça vraiment je l'ai constaté à mes dépens. Nous n'épargnons pas. Le microéconomie, on dit l'épargne, c'est la consommation. Le revenu, moins la consommation. Donc, quand la consommation est égale au supérieur au revenu, vous comprenez qu'il n'y a pas d'épargne. Deuxième chose, on n'a pas une culture d'épargne, on n'a pas une culture de prévoyance. Si jamais Allah facilite à quelqu'un son revenu augmente, le premier réflexe, c'est augmenter les dépenses. Donc il n'a pas la culture de la prévoyance pour garder. Je discutais avec un des confrères, il me dit une caisse de dépôt, même la plus petite au Cameroun, peut avoir des dépôts d'1 milliard. Même la plus petite, à l'ouest du Cameroun, doit avoir 1 milliard. Aujourd'hui, quand je vois, après 3 ans, 4 ans dans certaines de nos agences, encore, on n'atteint même pas 500 millions. Et on a quand même ce déficit. Il faut amener nos gens à épargner. Or, la banque, c'est l'intermédiation financière. C'est prendre le surplus d'épargne d'une part et mettre un crédit de l'autre part. Le troisième défi, c'est l'argument éthique, religieux du défi. En réalité, on est obligé d'avoir du professionnalisme dans la finance islamique. On exige de la finance islamique qu'elle soit aussi professionnelle que les autres. Et les gens ne viendront pas uniquement parce que vous leur dites que vous faites de la finance islamique. Ils viendront parce que vous êtes aussi professionnel. Et l'une des meilleures banques aujourd'hui, par exemple, à Dubaï, c'est Dubaï Islamic Bank. C'est la banque islamique des références dans le monde. Et c'est également la banque des références à Dubaï en termes de qualité de service, en termes de professionnalisme. Donc ça aussi, parce qu'il faut enlever cette illusion, croire qu'en citant les versets,
en citant les hadiths, on ne bâtira pas une industrie islamique. Il faut également qu'on soit compétent et professionnel. Et le quatrième défi, c'est le cadre normatif. C'est vrai, Mahmoud a cité la BEAC, la COBAC a déjà entamé. On va avoir quelques normes déjà, c'est en consultation, mais de manière générale, on est obligé d'avoir un cadre normatif approprié si on veut développer la finance islamique. Même les pays les plus conséquents comme la France ont dû aménager même leur code civil pour avoir la finance islamique appropriée dans son contexte. Tout ce qui est question de fiducie, ils ont été obligés de réaménager leur code civil pour ça, et même la fiscalité. Par exemple, la Mouraba, quand on prend, la banque achète et revend. Techniquement, c'est deux ventes. Fiscalement, c'est deux opérations qui sont imposables s'il n'y a pas un cadre approprié. Donc ça, c'est quand même le boulot de développement qu'il faut lever. Et ayant élucidé ces défis, quelles sont les perspectives? Ça entre également dans le cadre du plan stratégique de Savannah. Donc, on pense qu'il faut, développer le capital humain, avoir un plan de formation ambitieux, avoir une académie interne, ce qu'on est en train de faire. Et Dieu merci, nous avons un bon partenariat avec la coopération allemande, la GIZ, avec son programme Profila, qui est sensible à cette question d'éducation financière. Et nous sommes en train de travailler pour faire une sorte d'académie, non seulement interne à l'équipe de Savannah, et même pour toute l'industrie, parce qu'on s'est dit, si on a des gars compétents, Savannah va regarder, et l'industrie va prendre, même pour les opérateurs économiques, les agriculteurs, tralala. Et le deuxième levier, deuxième perspective, pour nous, c'est la digitalisation. On pense que c'est un levier important. On doit s'appuyer sur la digitalisation, sur la fintech, tout ce qui est technologie financière, pour faire le développement de Savannah. Ça entre quand même dans l'ADN de Savannah dès le départ. Et aujourd'hui, nous avons 5 agences. Nous pensons, si Dieu nous l'aide, atteindre 9 ou 10 maximum. Et le reste, on va déployer ce qu'on met l'agency banking avec tout ce qui est comme TPE, tout ce qui est comme vraiment technologie de pointe, pour nous permettre d'avoir quand même une organisation, comme on dit, une organisation habile et souple. C'est l'avenir. Et quatrième pilier, c'est la mobilisation financière, les ressources financières. Comme je disais là, on n'a pas d'épargne, ça veut dire au sein de notre communauté, ça ne sera pas évident d'avoir suffisamment de ressources, d'épargne. Pour ça, on a envisagé de faire le Moudara, c'est un produit de dépôt à terme qui est rémunéré conforme à la charia. Et ensuite, travailler avec les partenaires pour avoir des lignes de financement. Malheureusement, aujourd'hui, ça va, s'il veut se refinancer, il ne va pas aller à la Société Générale, il ne va pas aller à la BCEC, il ne peut aller qu'à Afrila, qui fait de la finance islamique. Donc, du point de vue refinancement, on est limité. Donc, ça, c'est un levier sur lequel on doit s'appuyer. Et le fait qu'aujourd'hui, on a quand même un bon nombre de cadres qui sont ici présents, c'est un appel que je lance pour qu'ensemble on puisse trouver dans quelle mesure mobiliser. Allez mettre son argent dans une banque classique qui vous génère de l'intérêt. Quand vous ne prenez pas cet intérêt, en réalité, d'une manière ou d'une autre, vous contribuez quand même à ce cas-là. Il faut le dire. Donc si vous avez la possibilité de mettre votre argent dans les structures financières islamiques, ne serait-ce qu'en faisant ça, vous contribuez au développement de la islamisme. Ça, sera votre contribution. Et un dernier point, le quatrième point, c'est le développement des services financiers à forte valeur ajoutée. Et tout ce qui est aujourd'hui mobile banking, tout ce qui est achat de services à travers le canal mobile, on pense que ça va se développer. Tout ce qui est e-commerce viendra après. Donc on pense que ça aussi, ça doit s'y mettre pour pouvoir compléter son panier de services. Voilà un peu, en résumé, le rappel historique et les leçons qu'on peut tirer de ce parcours qu'on a au bout des 8-10 ans et quelles sont les perspectives pour
lesquels nous invitons à contribuer activement. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup à Hamid Adamou qui est donc revenu sur l'historique de Savannah.